Hier, le dialogue entre pouvoir et opposition ici en Côte d'Ivoire a repris. Il s'agit du cadre permanent du dialogue pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Et cette haute rencontre était présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les experts en technologie de l'information et de la communication des États membres de la CEDEAO et les opérateurs téléphoniques sont en séminaire pour harmoniser les pratiques concernant la taxe de terminaison sur les communications téléphoniques entre les États membres de la CEDEAO. Les détails bien sûr dans cette édition. Match éliminatoire pour la Coupe du Monde au Brésil. Les éléphants footballeurs jouent contre les Marocains. C'est tout à l'heure à 17h. La rédaction sportive de la RTI sera au rendez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé une audience au sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et greffier du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Bungani Majola a rendu compte des activités du tribunal en fin de mission. Il s'est félicité de l'apport de la Côte d'Ivoire au bon fonctionnement de cette institution, nous dit Hugues Hervé-Blé. Bientôt la fin des travaux du tribunal pénal international pour le Rwanda, le sous-secrétaire général de l'ONU et greffier a rendu compte à Abidjan des travaux du TPIR au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le TPIR, établi après le génocide rwandais, a mis en accusation environ 93 personnes et en a poursuivi 83. Œuvre de poursuite rendue possible, soulignera le sous-secrétaire de l'ONU, par la participation de nombreux collaborateurs, parmi eux des Ivoiriens. Ma délégation a été très bien reçue par le gouvernement ivoirien et a réaffirmé son engagement à nous apporter tout son soutien pour mener à bien la fin du mandat du TPIR. Nous avons entrepris aussi cette tournée dans la sous-région pour rencontrer les autres gouvernements qui ont apporté également leur plein appui aux travaux du TPIR. Établi après le génocide rwandais, le TPIR avait pour mission de poursuivre les présumés responsables de crimes de génocide, crimes contre l'humanité, des violations des lois de la guerre intervenues au Rwanda durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994. Le premier grand titre de cette édition hier, le dialogue entre pouvoir et opposition ici en Côte d'Ivoire a repris. Il s'agit du cadre permanent du dialogue pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Et cette autre rencontre était présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Restons avec Hugues Hervé-Blé. La 13e réunion du cadre permanent de dialogue intervient après plus de 8 semaines de suspension. Pour cette réunion de reprise, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan avait à ses côtés l'ancien Premier ministre Ahoussou Kwadjo-Janot à l'initiative de la création du CPD. Également présent à cette rencontre du CPD qui a duré environ 2 heures, des membres du gouvernement et l'ensemble des 11 partis politiques de l'opposition, membres du cadre permanent de dialogue. Le Premier ministre nous a donné 2 informations très importantes. D'abord, la première, c'est la présence du Premier ministre Ahoussou Janot qui revient à nos côtés pour accompagner le Premier ministre, pour aider dans la discussion. Nous allons discuter avec le Premier ministre Ahoussou Janot, ce qui ne nous a plu puisque ça ne nous gênait pas du tout. C'est quelqu'un qui connaît le dossier. Et ensuite, la deuxième information qui était tout aussi importante est que le Conseil de gouvernement a discuté des projets de loi sur le statut des partis d'opposition et sur le financement des partis politiques. Et il nous a dit qu'au prochain Conseil des ministres, il parlerait aussi de cette question-là. Donc c'est une grande avancée qu'il fallait noter. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a réitéré à ce 13e rendez-vous du cadre permanent de dialogue l'engagement et la détermination du président de la République et du gouvernement à continuer à renforcer la dynamique du dialogue politique pour en faire un levier de la réconciliation et de la cohésion sociale.
Autre activité du chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a eu une rencontre d'échange avec Pascal Affi N'Guessan, militant du Front populaire ivoirien, en présence de certains membres du gouvernement. Ils ont échangé sur le processus de paix en Côte d'Ivoire. Nous vous proposons d'écouter justement Pascal Affi N'Guessan après cette rencontre. Quand on sort d'où je viens, on est un peu comme un étranger. Et comme on le dit, l'étranger a de gros yeux, mais parfois il ne voit pas grand-chose. Et donc je préfère ne pas me prononcer sur la nature de ce cadre permanent de dialogue. Ce qu'il faut souligner, c'est l'intérêt du dialogue. Le fait que le dialogue existe, c'est déjà un point important. Que cela soit dans le cadre du cadre permanent de dialogue ou dans le cadre d'un dialogue direct, il faut saluer, je dirais, l'existence de ce processus de dialogue, mais faire en sorte aussi que ce dialogue ne s'éternise pas, parce que je crois qu'il y a quand même plus d'un an, presque 18 mois, que le dialogue a lieu entre le gouvernement et l'opposition. Il faut passer à la concrétisation, parce que plus le temps passe, évidemment, plus les questions se complexifient. Il est donc important que le dialogue avance rapidement et que sur les questions essentielles pour la marche de l'État et pour la paix, la tranquillité et la prospérité de nos compatriotes, que nous puissions passer aux actes. Et puis, c'est ce samedi que Pascal Affi N'Guessan va reprendre son fauteuil de président du Front populaire ivoirien. La passation de charge se fera, si ce n'est déjà fait, entre lui et le président par intérim du FPI, Miaka Oroto. La primature a abrité hier vendredi la réunion du Conseil de concertation État-secteur privé. Le Conseil de concertation, il faut le rappeler, est présidé par le Premier ministre. Il se réunit une fois par trimestre et permet d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations des acteurs du secteur privé. Hugues Hervé Blé. Le gouvernement a la ferme volonté de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, en le rappelant ce vendredi, s'est félicité de la réunion qui s'inscrit dans le renouveau du partenariat gagnant-gagnant entre l'État et le secteur privé, un partenariat qui est au centre de la stratégie de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait, disons, une connivence, je veux le même dire, entre le secteur privé et national et le gouvernement, de manière à ce que ça devienne réalité, ce que nous disons, que le secteur privé national et international soit en Côte d'Ivoire le moteur de la croissance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et c'est de tout ça dont nous avons parlé. Nous allons développer davantage de manière à ce que nous obtenions des résultats donc, très importants pour évidemment l'amélioration des conditions de vie donc, de nos concitoyennes et concitoyens. Le conseiller de concertation État-secteur privé de cette fin de semaine s'est penché sur 7 points comprenant le transit routier inter-État, la revalorisation de la redevance de sûreté portuaire, la participation du secteur privé national au forum Investir en Côte d'Ivoire et au financement du plan national de développement. Nous, au niveau du secteur privé, nous repartons totalement satisfaits et rassurés par cette première réunion. Et nous sommes convaincus que les prochaines réunions vont nous permettre d'élever, j'allais dire, tous les obstacles qu'on voit par-ci, par-là, et qui constituent encore des freins pour le développement de l'économie. On a aussi parlé du prochain forum, Investir en Côte d'Ivoire 2014, que nous allons préparer ensemble avec le gouvernement. Et là, nous avons pris bien note de ce que le Premier ministre a souhaité, c'est-à-dire qu'il y ait une implication très forte du secteur privé. Le conseiller de concertation État-secteur privé, présidé par le Premier ministre, se réunit une fois par trimestre. C'est l'occasion de prendre des décisions, de faire des arbitrages ou de donner des orientations en vue de la prise de décision dans les meilleurs délais sur les préoccupations du secteur privé ivoirien. Autre information, une monnaie unique va certainement être utilisée dans la sous-région ouest africaine dans les années à venir. Les experts de la CEDEAO travaillent sur la question avec les ministres de l'économie et des finances de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Kwasi Mamadou. La volonté des chefs d'État de la CEDEAO de créer une monnaie unique pour l'espace communautaire se précise davantage. Réunis à Abidjan pour la 7e session ordinaire du Conseil de la convergence de la CEDEAO, les ministres de l'économie et des finances finalisent des acquis afin d'aboutir
à une intégration monétaire et économique en 2015. For the Anglophone countries and le groupe anglophone et le groupe lusophone, qui devrait parvenir à une monnaie unique en 2015, une monnaie qu'on pourrait appeler ECO. Donc une fois que cette monnaie est atteinte en 2015, il faudra maintenant aspirer à la monnaie unique qui va regrouper le CFA et qui va regrouper l'ECO. Et cet échéancier est fixé pour l'année 2020. Cependant, il y a des problèmes. Il y a notamment le problème de savoir quel est le niveau de réserve qu'il faut avoir. Est-ce qu'il faut 5%, est-ce qu'il faut 20% et quel est le seuil du taux de déflation également. Donc ce sont des critères à définir également. La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'économie et des finances, souhaite que cette intégration soit effective afin de faciliter les échanges et les déplacements dans l'espace communautaire. Une région sans frontières où règne la paix et l'harmonie, s'appuyant sur une bonne convergence dans laquelle les populations peuvent avoir accès aux énormes ressources et les mettre en valeur à travers la création d'opportunités pour un développement durable et la préservation de l'environnement. Les conclusions de la rencontre d'Abidjan seront soumises aux chefs d'État au cours de leur prochaine Assemblée générale. Des chefs d'État qui veulent passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Jean Kakou Diagou passera encore un an à la tête du patronat ivoirien. L'Assemblée générale mixte de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a décidé de proroger son mandat pour un an en attendant l'organisation de nouvelles élections. Témoin pour RTI 1, Hugues Hervé Blé. Encore un an à la tête de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire pour Jean Kakou Diagou. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale mixte de la CGEC qui s'est tenue jeudi à Abidjan. L'Assemblée générale a donné pouvoir au Conseil qui s'est réuni aussitôt après cette Assemblée générale pour me demander de proroger mon mandat pour un an jusqu'à l'Assemblée générale devant statuer sur les comptes de 2013. Un comité va être mis en place pour toiletter les textes de nos statuts afin de nous adapter à l'environnement et à la situation actuelle de notre organisation qui a grandi et qui a besoin de se renforcer. L'Assemblée générale mixte a permis de repréciser les défis qui sont ceux des entreprises ivoiriennes, l'amélioration permanente d'un cadre propice de développement des entreprises et le développement économique de la Côte d'Ivoire. Était présent le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle de Moussa et celui de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Il a souligné que le gouvernement souhaite une confédération des entreprises de Côte d'Ivoire forte avec une cohésion renforcée par son Assemblée générale afin que la CGEC continue d'être une force de proposition novatrice pour l'essor de l'économie ivoirienne. Et deuxième grand titre de cette édition, et parlons de ce séminaire qui est en cours ici à Abidjan. Il rassemble les opérateurs téléphoniques, les experts en technologie de l'information et de la communication des États membres de la CEDEAO, de la Banque africaine de développement et de l'Union internationale des télécommunications. Objectif, harmoniser les pratiques concernant la taxe de terminaison sur les communications téléphoniques entre les États membres de la CEDEAO. Lorsque vous recevez un appel de l'étranger, votre opérateur téléphonique doit payer pour cet appel entrant une taxe à l'État appelée taxe de terminaison. Cette taxe accroît généralement les coûts de communication. La Côte d'Ivoire l'a supprimée, mais certains pays de la sous-région l'appliquent encore. Situation déséquilibrante pour la concurrence, d'où la nécessité pour la communauté des États membres de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, d'harmoniser les pratiques concernant la taxe de terminaison. L'objectif de la CEDEAO, c'est de réaliser dans notre espace un marché commun. Cela passe par une harmonisation des politiques, cela passe par une harmonisation des législations, une optimisation des processus économiques et la recherche d'une compétitivité. Les opérateurs téléphoniques, les experts en technologie de l'information et de la communication des États membres de la CEDEAO
de la Banque africaine de développement et de l'Union internationale des télécommunications sont en séminaire ici à Abidjan. Il s'agit pour eux de valider un rapport d'étude d'impact de la taxe sur le trafic téléphonique entrant et les services de télécommunication. À l'issue du séminaire, les autorités décideront de ce qu'il devra en être, l'appliquer pour tous ou non. Un panel de haut niveau organisé par des experts de la Banque africaine de développement pour venir en aide aux pays minés par des conflits interethniques et religieux vient de se tenir au Libéria. Objectif de ce panel de haut niveau, aider les pays africains confrontés à ces conflits à les surpasser pour se construire et se développer. Mamadou Kouassi. Au centre de cette rencontre du panel de haut niveau sur les États fragiles en Afrique, la progression de l'engagement de la Banque africaine de développement dans les États fragiles et la fourniture d'une plateforme de consultation. Il a été soumis à ce panel dirigé par la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et à son équipe de faire une analyse diagnostique sur la question de la fragilité, ainsi que la stratégie idoine de construction d'un environnement favorable à la paix. Le manque d'emploi, le chômage conduit donc à la fragilité et quelquefois au conflit. Ce pays est considéré comme à risque. Mais si on n'investit pas pour pouvoir donc créer l'emploi et maintenir les jeunes, ben on ne s'en sort pas. Parce qu'en général, les problèmes fondamentalement politiques qui font que les gens s'affrontent sans l'appui d'une masse qui aspire donc à meilleur. Ces risques-là existent partout. Les panélistes recommandent également la création de richesses inclusives au profit des couches vulnérables pour le développement durable et une émergence du continent africain. Il faut signaler que 20 États africains, dont la Côte d'Ivoire, sont considérés comme fragiles et abrite 200 millions de personnes. Une situation qui pourrait freiner la croissance économique du continent. Pour garantir ces efforts, la BAD, la Banque africaine de développement, s'est investie à travers un fonds afin de soutenir ces États fragiles. Une initiative entamée depuis le 2008. Tout à fait autre chose à présent, les ateliers de validation du plan d'opérationnalisation de la réforme des filières coton et anacarde était à son deuxième jour hier à Yamoussoukro. Le ministre de l'Agriculture était de la partie. Il a invité les participants et autres sceptiques à croire en la réforme des filières coton et anacarde. Noël Niayo. La loi portant réforme des filières anacarde et coton est adoptée depuis le 23 août dernier par l'Assemblée nationale. Et il faut maintenant la rendre opérationnelle dans les meilleurs délais parce que vitale pour plus de 5 millions de producteurs, sans oublier les transformateurs et graineurs et autres. Voilà l'exercice des 400 participants à l'atelier de validation du plan d'opérationnalisation de la réforme anacarde coton. À ce beau monde outillé pour diagnostiquer et administrer le meilleur remède, Koulibaly Sangafoua, ministre de l'Agriculture, la tutelle, est venu ce vendredi, deuxième jour de l'atelier, apporter des éclairages, des précisions et rassurer les sceptiques sur la pertinence de la réforme et lever une équivoque sur l'attribution de zones exclusives aux égreneurs. Il faut bien sûr une attribution selon un cahier de charge de zones exclusives à chaque égreneur. Je sais que ce point fait partie des points qui vous sont chers et qui font l'objet de beaucoup de débats. Je souhaite que l'atelier puisse en débattre librement. La réforme a opté pour les zones exclusives, mais bien sûr, c'est un choix qui peut avoir des inconvénients et le but de l'atelier, c'est de dire comment nous allons le faire au mieux et comment nous allons faire en sorte d'atténuer les inconvénients qui seront inhérents à ce choix. Quant aux précisions et assurances, elles sont destinées aux potentiels investisseurs dans la transformation du cajou avec pour objectif booster la transformation de 5% aujourd'hui à 35 voire 100% à l'horizon 2020. Ce sont des orientations qui nécessitent des ressources. Il s'agit bien sûr de prendre des mesures incitatives qui feront en sorte que les investisseurs vont venir investir dans des unités de transformation parce que nous allons leur faire des avantages au niveau fiscal, mais aussi d'encourager l'initiative locale, notamment les Ivoiriens qui veulent se mettre à l'industrialisation, à la transformation, qu'ils soient accompagnés avec la garantie de l'État. C'est dopé par ces précisions, éclairages et assurances que les participants ont repris les travaux dans les 8 commissions avant la plénière prévue pour ce vendredi après-midi. Coordonner les actions d'assistance aux ex-réfugiés ivoiriens, c'est l'objectif du programme national de cohésion sociale. La directrice du PNCS, Mariatou Kone, la représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés, ont eu une séance de travail afin de mieux orienter leurs activités d'aide aux ex-exilés. Gabriel Zani.
119 Ivoiriens réfugiés au Ghana et au Togo sont rentrés à Abidjan le jeudi 29 août dernier. Leur besoin en vivre et en non-vivre a coûté au moins 10 millions de francs CFA au PNCS, Programme national de cohésion sociale. Mais l'accueil de ces personnes ne suffit pas. Une fois de retour en Côte d'Ivoire, d'autres besoins se font sentir, tels que trouver un emploi. Il y en a qui n'ont pas du tout de papier. Donc pour pouvoir se réinsérer dans la vie économique, il faut qu'ils aient des papiers, c'est-à-dire des pièces d'identité, des extraits de naissance pour leurs enfants, pour que les enfants aient à l'école, pour aller à l'hôpital, etc. Ça, c'est le premier besoin. Le deuxième besoin, c'est l'alimentation. C'est pour cela que la semaine dernière, nous avons offert des sacs de riz, parce qu'il faut pouvoir manger. La plupart des ex-réfugiés sont les jeunes, les femmes et les enfants. Et pour aider le PNCS à coordonner les actions d'assistance envers ces personnes, le programme a décidé de travailler avec le Haut Commissariat aux réfugiés. Nous travaillons très étroitement avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour tous les réfugiés qui se trouvent en Côte d'Ivoire et les repatriés, les Ivoiriens réfugiés qui retournent chez eux pour commencer leur vie après la crise post-électorale. Selon la directrice du PNCS, 2 à 3 milliards de francs CFA sont dégagés par an pour couvrir les besoins des personnes en difficulté, y compris les ex-réfugiés. Les actions prioritaires du programme restent à ce jour la réinsertion socio-professionnelle pour les jeunes et les femmes et les inscriptions à l'école pour les enfants. Dans le cadre de l'amélioration du système éducatif dans les zones ex-centre nord et ouest, l'organisation non gouvernementale internationale Save the Children renforce les connaissances de ses partenaires. En plus de la formation, Save the Children entend construire plusieurs établissements scolaires dans les zones ex-CNO. Dirasouba Larsen, RTI Boaké. Les bénéficiaires de cette formation proviennent de 40 villages abritant des écoles communautaires ou des écoles en création des traînettes de Boaké 1 et 2, de Katiola, de Korogo, d'Odiéné et de Touba. Ce projet prend en compte la construction de 20 bâtiments de 3 classes et de 20 bâtiments de classes évolutives. Cet appui s'inscrit dans le cadre du programme Éducation pour tous, programme qui a pour objectif l'amélioration de la qualité et l'accès à l'éducation. Pour atteindre son objectif, l'ONG internationale Save the Children exprime le vœu de réussir la mobilisation. À cet effet, elle a organisé à Boaké le renforcement des capacités de 3 organisations non gouvernementales en tant que partenaires du système éducatif et les COGES des régions cibles. Il s'agit pour nous d'appuyer, de soutenir les initiatives communautaires, donc des écoles communautaires, pour qu'elles se transforment finalement en écoles publiques. Les ONG locales, choisies à partir d'une évaluation faite sur la base de l'expérience et du sérieux de leur travail sur le terrain, saluent cette initiative. Elles promettent de s'engager véritablement pour sa réussite. Nous devons sensibiliser les parents à scolariser les enfants, surtout les jeunes filles, et aussi les enfants qui n'ont pas de jugement. Et nous sommes aussi appelés à amener ces enfants à avoir les extraits de naissance. Les communautés se sont véritablement engagées sur le plan de la scolarisation. C'est un appui certain qui vient à encourager leur action et qui vient à concrétiser leur participation dans l'action d'éduquer. À terme, ce projet prévoit la construction de 200 établissements scolaires dans les zones ex-CNO sur une durée de 4 ans. Et restons avec Dirasouba Larsen de RTI Boaké qui nous dit que plus de 20 tonnes de produits vivriers contaminés ont été saisis. Bien sûr, à Boaké, ces produits ont tout simplement été détruits. Des produits vivriers composés de piments, de patates douces, de gombo, d'aubergines, d'arachides et de beurre de karité saisis à un poste de contrôle de la gendarmerie à Boaké. Ces denrées alimentaires en provenance de Korogo pour Abidjan ont été déchargées avec des pesticides de coton dans la même cargaison. Ces produits phytosanitaires destinés à l'entretien des cotonniers sont nuisibles à la santé de l'homme. Ils ont été détruits à la décharge publique de Boaké. Le danger, c'est d'abord les insuffisances rénales, puisque le produit de coton perdu dans l'organisme pendant longtemps, il ne se détruit pas vite, il va se fixer sur les organes vitaux. Et donc, à la longue, ça peut provoquer plusieurs maladies. Et ce sont les produits qui s'accumulent au fur et à mesure. Donc, ça ne se détruit pas automatiquement. Donc, les premiers dangers qu'on sait, c'est les intoxications, les vomissements, les diarrhées, mais il y a encore des complications. Les autorités compétentes de la ville appellent les commerçants à plus de prudence pour éviter de nuire à la santé des consommateurs.
Hors de la Côte d'Ivoire au Mali, après sa nomination, le nouveau Premier ministre Oumat Tameli a pris fonction. Il entend, tout comme le président Ibrahim Boubacar Keïta, se mettre au service de son pays. Il est en concertation pour la formation du gouvernement malien qui pourra se réunir la semaine prochaine. Et son premier critère, la compétence. Le sommet du G20 qui a réuni les 20 pays les plus puissants économiquement au monde a pris fin hier à Saint-Pétersbourg en Russie. Réunis pour débattre des questions économiques du monde, ces pays ont été plutôt préoccupés par la résolution militaire ou politique de la crise syrienne. Américains et Russes n'ont pas changé leur position. Les Américains veulent une action militaire pour punir Bachar al-Assad pour avoir utilisé des armes chimiques contre son peuple. Pour les Russes, ce sont les opposants syriens qui ont plutôt utilisé ces armes chimiques pour encourager l'intervention militaire des Occidentaux, d'où leur opposition à toute frappe contre le régime de Syrie. Il se joue ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny le match éliminatoire pour la Coupe du Monde au Brésil. Les éléphants footballeurs jouent contre les Marocains. C'est tout à l'heure à 17 h. La rédaction sportive de la RTI sera au rendez-vous. Et puis chez le défenseur ivoirien Didier Zokora, qui avait brièvement quitté chez le groupe, a rejoint ses camarades pour constituer un bloc et battre les Marocains. Les Jeux de la francophonie débutent officiellement ce samedi à Nice, au sud de la France. La Côte d'Ivoire participe à ces Jeux. Les Ivoiriens sont donc de la partie. Nous vous proposons l'entraînement des éléphantaux avec Anne-Marie Nguessan. Après l'absence déclarée du Cap-Vert, leur premier adversaire, les éléphantaux juniors seront opposés à la RD Congo ce lundi 9 septembre. Mais ce changement de dernière minute n'entame en rien leur détermination et leur concentration. Ils en profitent d'ailleurs pour peaufiner leur technique sous la houlette de leur entraîneur Koné Tiegbe. On a travaillé la défense de zone, d'abord sur un terrain réduit, ensuite on a anticipé sur la profondeur. Par exemple, dans le match, lorsque l'adversaire est pressé, ils envoient des longs ballons dans le dos de la défense. Donc il faut travailler cela aussi. En fait, on essaie d'anticiper sur ce qui va se passer réellement au match. Même si après, une grande responsabilité revient aux joueurs. La Côte d'Ivoire, qui a sa troisième participation à cette édition des Jeux de la francophonie, entend garder le rythme. Les deux premières éditions auxquelles la Côte d'Ivoire a participé, on a fini premier et deuxième. Je crois qu'il faut toujours faut maintenir le cap. La barre est haute déjà, il faut maintenir le cap, il faut faire tout pour retrouver encore la première place. Il faut que ça devienne une tradition pour la Côte d'Ivoire. La balle est maintenant dans le camp du capitaine Kouadio Henri Jouel et ses camarades qui doivent tout mettre en œuvre pour passer d'abord le premier tour. Et toujours les Jeux de la francophonie à Nice en France. Le gouverneur du district d'Abidjan et des maires sont à Nice pour suivre ces Jeux. Ils ont visité le stade où bien sûr va se dérouler ces Jeux bien sûr vont se dérouler. Regardez. Arrivé à Nice ce jeudi 5 septembre, le gouverneur du district d'Abidjan a été accueilli dans une ambiance conviviale par les élus locaux de la Côte d'Azur. Alain Philippe, adjoint au maire de Nice, délégué à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, représentant Christian Estrosi, s'est dit honoré d'accueillir le gouverneur Begré Mwembe et de développer des relations soutenues et efficaces avec Abidjan. Pour sa part, le gouverneur du district d'Abidjan a tenu à rappeler les raisons de sa présence à Nice. Deux actions très importantes. La première action, c'est que nous venons pour conforter ces contacts et pour assurer un mariage très étroit entre Nice et le district d'Abidjan. Le deuxième volet, c'est dans le cadre de la francophonie. Et traditionnellement, la ville organisatrice remet à la ville destinée à organiser très prochainement les Jeux, les flambeaux. Donc nous sommes venus chercher le flambeau des Jeux de la francophonie, mais surtout le flambeau de la fraternité. 2 heures seulement après commence la phase pratique de ce séjour, avec la visite guidée de l'Alliance Riviera, un stade multifonctionnel situé dans le quartier de Saint-Isidore dans les Alpes-Maritimes, avec une capacité de 45 000 places. Il a été construit en un temps record. En effet, démarré officiellement le 6 août 2011, le chantier s'achève en septembre 2013. Ce stade sera l'un des stades hôtes de l'Euro 2016. Mais avant, le club résident, l'OGC Nice, y disputera son premier match ce 22 septembre à l'occasion de la 6e journée de la Ligue 1.
Véritable modèle d'éco-construction, ce stade a séduit le gouverneur et les élus locaux ivoiriens qui l'accompagnaient. Nous, ça nous intéresse aussi que notre cité offre un bel outil aux sportifs ivoiriens, africains et francophones et aux sportifs du monde entier, parce qu'une fois construit, le joyau architectural sera mis à disposition de tout le monde. C'est notre rêve. Cocody doit avoir un stade. Un stade omnisport. Parce que nous voulons aussi développer non seulement le sport, mais aussi la culture à Cocody et même le cinéma. Parce que nous avons des jeunes à Cocody qui s'exercent au cinéma, mais ils ne sont pas encadrés. Alors donc tout ça, ça nous donne des idées. En ce qui concerne notre commune, nous avons un complexe sportif en vue, pas de cette dimension, mais en nous inspirant des facilités et des commodités de ce stade. Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin d'un stade d'une telle envergure parce que nous sommes un pays bien classé au niveau des clubs. Et nous sommes là aussi pour cela, aujourd'hui à Nice, pour nous inspirer des difficultés organisationnelles, fonctionnelles et pratiques pour qu'en 2017, la Côte d'Ivoire soit prête à offrir à l'ensemble de la famille francophone un stade et des infrastructures dignes. Cette visite du stade Alliance Riviera n'est que la première étape d'une série de visites dans le cadre de l'accord de jumelage entre Abidjan et Nice. Autre information sportive pour terminer cette édition. Demain dimanche, la Côte d'Ivoire accueille la seule athlète qui fait honneur en ce moment. Muriel Aoré arrive à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ce dimanche à 17h. Elle viendra présenter ses 2 médailles d'argent obtenues lors des derniers mondiaux d'athlétisme à Moscou. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI1. Le plaisir de vous informer avec nous peut se poursuivre sur le site de la RTI, www.rti.ci.